Bonjour à vous, ici Mom. Chose promise, chose due. La dernière fois que j'avais fait mon rapport à Megamore, autrement dit Megadeth, je vous avais dit, éventuellement, je peux faire mon rapport à Death. Quelqu'un devait ramener la babysitter chez elle. J'avais remarqué qu'elle était assise sur ces délicieux... Death. Je me suis jeté sur ces délicieux... Death. Oh, quand je repense à ce Death. ça me rend fou. C'est délicieux, 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 délicieux. Death. Il s'avère qu'en commentaire, certains avaient envie d'avoir cette vidéo. Alors je sais ce que vous allez dire, Mom, tu parles toujours de Death, pourquoi tu reparles de Death aujourd'hui? C'est vrai que en 8 ans d'existence, dans la chaîne Metal on Metal, j'ai parlé plusieurs fois du projet de Chuck Schuldiner. Toutefois, toutes les informations liées à ma découverte de Death et mon rapport avec ce groupe, je les ai distillées par-ci par-là. Cette vidéo est donc l'occasion de compiler toute mon expérience autour de Death. Donc je le dis tout de suite, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on va beaucoup causer aujourd'hui. Mais ça sera l'occasion de revenir sur un groupe de légende, d'expliciter pourquoi ce groupe est essentiel et singulier, et aussi revenir sur quelques anecdotes que j'aime partager. Donc on est là à la bien, à la cool, comme d'hab, tu te prends ta boisson qui te met bien, un thé, un verre d'eau, ce que tu veux, un petit snack ou des fruits, fais comme tu veux, parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Et au pire, si t'as envie de râler, dislike, commentaire, ça me donne de la force. Sans plus tarder, mettons la caméra plongeante pour commencer à évoquer mon rapport à Death avec l'album Human. Si je fais un rappel expéditif de mon rapport au métal, j'ai découvert avec Dream Theater The Black Magis quand j'avais 14 ans, j'ai beaucoup été dans le power progressif notamment, et j'ai bien baigné là-dedans. Je me suis pris aussi du death mélodique avec NC Ferum, Children of Bodom, j'ai pris du pop-punk californien, bref, j'ai bouffé énormément de choses, mais toujours en étant rassemblé autour du power metal. Dans une ancienne vidéo, j'ai même aussi évoqué mon rapport au métal celtique. Le métal folklorique, Magodeos, Skiltron, Spellblast, Tuatha Dé Danann. Tous ces groupes-là ont forgé mes goûts et m'ont donné envie d'aller vers toujours plus d'expériences instrumentales. Quand j'ai découvert Decrepit Birth, Diminishing Between Worlds, on était en 2010, j'ai été subjugué. Et je voulais toujours plus de technique dans ma musique. Ce qui nous amène en septembre 2011, quand je fais la découverte de Athéiste, Pestilence, Cynic et Death. Pourquoi s'est-il écoulé 18 mois entre ma découverte de Decrepit Birth et ma découverte des ténors du technical death metal? C'est tout simple, au début j'ai pas aimé ces groupes. Oui, quand j'ai découvert Decrepit Birth, je me suis renseigné, je suis rapidement tombé sur Death, et au début, j'ai pas compris. Parce qu'ok, je pouvais accepter le chant Decrepit Birth, mais instrumentalement, Death, ça m'a pas convaincu. Mais c'est pareil pour Athéiste, Cynic et Pestilence. Ce n'est que 18 mois plus tard, après notamment avoir baigné dans Angra, avoir un peu plus creusé Watchtower et compagnie, que quand, enfin, je me replonge dans les groupes du technical death metal, je me dis putain, je peux pas passer à côté. Athéiste, Unquestionable Presence, Pestilence, Testimony of the Ancients, Cynic, Focus, et pour Death, c'est vraiment le Human qui me met la grosse fessée. Déjà, moi, la cover m'a beaucoup attiré parce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier dans le fait d'avoir ici cette sorte de coupe chirurgicale de l'être humain. Et c'est entièrement en cohérence avec le propos de l'album, puisque une des anecdotes qui est racontée dans cette réédition Relapse, dans le livret notamment, on a quelques petites trivia autour de la conception de cet album-là. Et le disque se fait la malle, bon. Donc parmi ces trivia, il y a cette anecdote où en fait Schuldiner rentre de soirée en voiture et il voit sur le bas-côté qu'il se passe quelque chose de pas très net, il y a une voiture accidentée et tout. Bref, il s'arrête avec ses potes, ils vont voir ce qui se passe et en fait il découvre une femme en pleurs, paniquée et tout. Et en fait il y a eu un accident de la route et là il voit en fait un gars qui est au sol en train de mourir. Et ce qui est raconté en anecdote à l'intérieur du livret, c'est qu'effectivement à ce moment-là, Schuldiner se dit mais attends, mon groupe s'appelle Mort. Il s'appelle Mort notamment parce qu'il a perdu son grand frère quand il avait 9 ans. Et donc il a voulu transformer Death en quelque chose de positif, la mort en quelque chose de positif. Mais sauf que, ok, il a connu la mort avec la mort de son frère, mais il était enfant. Là, il est adulte, il en est à son 4e album. Et en fait, il parle de la mort, il fait un genre de musique qui va titiller un peu avec l'interdit autour de la mort. Mais là, il la voit en face.
frontalement. L'anecdote dans le livret raconte bien que Schuldiner a été bouleversé par cette expérience. Oui, là, il a vraiment vu la vie quitter le corps de quelqu'un. La cover est en adéquation avec cette expérience, puisque on a le côté chirurgical, le côté aussi fragile de l'humain. En plus d'être un album absolument culte en termes de musicalité, mais ça on y reviendra, eh bien il y a cet appel, cette proposition qui est faite ici avec le nom Human, simple, efficace, on va aller dans les tréfonds de l'être humain. Ce qui pourra préfigurer cet album-là, mais on y reviendra après. Et donc voilà, là, faut bien comprendre, j'ai 20 ans, je me prends Human, et je me prends notamment le morceau Flattening of Emotions, qui est hyper puissant. Et comme je viens du power metal, là ici, niveau instrumental, bah je suis refait. Bien sûr, en 2011, je m'étais pas encore renseigné sur la carrière de Schuldiner, mais en fait, ce qui m'a profondément marqué, c'est que dès le départ, on est sur quelque chose de résolument heavy metal, mais joué puissance 10. Jouer puissance 10 parce que le véritable mot d'ordre de cet album, c'est d'apporter du divertissement. Si tu veux vraiment te rendre compte d'à quel point Schuldiner il s'est défoncé pour faire des tubes, il faut écouter Suicide Machine, Together as One ou Lack of Comprehension. Et je me souviens tout à fait de la soirée que j'ai passée en découvrant cet album, c'est que je me disais mais vraiment il y a un son unique, et il y a cette gourmandise qui te fait revenir dans ce Human. C'est simple, que ce soit dans la carrière de Death ou même dans l'ensemble de la scène death metal floridienne, cet album est simplement singulier. L'autre point intéressant dans ce disque, c'est qu'il y a une véritable progression dans le thème de l'humain. On ira un peu plus loin en évoquant les autres albums de Death, mais Schuldiner il a commencé avec quelque chose d'assez crade, un Scream Bloody Gore, voilà, on est sur le niveau 0 de l'horreur. Et là en fait avec Human, le 4ème album, et justement l'expérience de la mort, la vraie, celle que tu vois dans le monde réel de la réalité véritable, et bien avec tout ça, l'écriture a franchi un gap. Véritablement, on est ici dans une sorte de progression où on va commencer avec notamment quelque chose d'assez terre à terre, vraiment l'humain dans sa chair, sa mortalité. Je pense notamment au morceau Together as One qui parle de frères siamois, frères ou sœurs ou en tout cas individus qui sont un seul. Donc vraiment en début d'album, on part du quotidien, de la chair dans ce qu'elle a, dans sa fragilité, pour peu à peu s'extirper du matériel, pour aller vers le spirituel, notamment avec le morceau instrumental Cosmic Sea, et là, waouh, la basse de Steve DiGiorgio. Parler de Steve DiGiorgio me permet d'évoquer aussi le projet Quadvium, avec l'album Tetradome. Cela fait facile 2-3 ans que les bassistes DiGiorgio et Tesseling qui a joué dans Obscura et Pestilence, évoquent ce projet de métal progressif fusion, avec 2 basses, histoire de bien tartiner, de se mettre bien 2 basses fretless qui vont faire plaisir. Donc Tetradome, ça va sortir le 30 mai, et on a un line-up mais vraiment de grande qualité, avec la guitariste et compositrice Eve, qui est dans Myth of Eye et Cath, mais aussi le batteur Yuma Van Ekelen, qui a joué dans Or Oceans et aussi dans Pestilence. Donc là, on a vraiment du très bon qui va arriver le 30 mai. Il y a des précommandes et tout, donc voilà, le rendez-vous est pris. On en reparlera une prochaine fois. Ce qui me permet de dire qu'en fait, même sans le savoir en 2011, j'ai aussi été subjugué par le line-up 5 étoiles. Donc tu as Chuck Schuldiner, évidemment, puisque c'est le leader du groupe. Tu as Paul Masvidal, le guitariste de Cynic, dans cet album. Tu as Steve DiGiorgio à la basse, fretless s'il vous plaît, et Sean Reinert à la batterie. Sean Reinert qui jouera après dans Cynic pour Focus. Donc là, tu as des artisans du jazz metal dans ton death. Autant te dire qu'avec ça, tu rentres par la grande porte dans l'œuvre de Schuldiner. Tu as des compos divertissantes, puissantes, qui te mettent bien, qui peu à peu vont vers ce Cosmic Sea complètement hallucinant. Avant, tu avais See Through Dreams, qui déjà commence à montrer des couleurs prog chez Schuldiner, mais en plus derrière, tu as Vacant Planet, qui termine de définir le death metal cosmique. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, mais Mom, il y avait Nocturnus en 1990. Oui, d'accord, il y avait Nocturnus en 1990. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'avec Human, Schuldiner a parachevé une formule qui sera reprise plus tard par Obscura. Le death metal cosmique est vraiment défini avec 2 morceaux, Cosmic Sea et Vacant Planets. Donc si aujourd'hui on a droit au Absolute Elsewhere de Blood Incantation, c'est grâce à Bibi. Donc autant te dire qu'à 20 ans, je me prends ça dans la chetron, j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais en même temps, je voulais y revenir encore plus
Et qu'est-ce que tu fais quand tu en veux toujours plus? Bah tu écoutes d'autres albums de la discographie. Et le suivant qui a ravi mon cœur, c'est le Leprosy. Si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai reçu pour les fêtes de fin d'année 2024 le vinyle, le joli splatter que je vais vous remontrer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'après Human, je me suis retrouvé à écouter le Leprosy de Death? Tout simplement parce que la cover m'a attiré. Déjà, on est un peu sur le même esprit que le Consuming Impulse de Pestilence. Il y a une couleur qui sort du lot. Donc Consuming Impulse, il y a ce vert très particulier qui dénote dans le death metal. Et ici, pour Leprosy, on a ce rose qui ressort. Et en fait, c'est pas un hasard, puisque c'est ce qu'a dit aussi Chuck Schuldiner. C'est que, mine de rien, eh bien, ce rose, à la fin des années 80, quand t'arrivais dans les étals des disquaires, tu regardais un petit peu ce qui sortait en death metal, ce rose-là ressortait parmi le reste. C'est un peu comme Party Cannon qui décide de faire un logo coloré pour ressortir des affiches métal extrême qui sont globalement noires, ou en tout cas avec des couleurs sombres. Donc là je vois cette couleur rose, je me dis ok, j'ai été attiré par Human, qui globalement a des teintes marron, voyons voir ce que ça donne cet album qui a une couleur totalement différente. Et bien qui dit couleur différente dans la cover, dit aussi son différent dans tes compos. Leprosy, on est en 88, soit 2 ans après le Rain in Blood de Slayer. C'est le deuxième album de Death, sorti 1 an après Scream Bloody Gore. Et autant le dire tout de suite, cet album reste très thrash metal dans sa formule, mais avec quelques petites subtilités, exactement comme le Consuming Impulse de Pestilence. Oui, c'est du thrash, mais on va vers autre chose. Tout à l'heure, je vous disais que le Human de Death m'a attiré par ses gourmandises, son côté divertissant. Avec ça, t'es en plein dedans. Born Dead, Forgotten Past, Left to Die, Pull the Plug, Open Casket, Choke on It, que des tubes. C'est simple, là-dedans, il y a soit des mélodies qui te restent en tête, soit des rythmiques qui te rendent zinzin. Donc coup sur coup, je me prends Human, qui a un côté technique, mais pas forcément prog. On va dire que c'est un petit peu en entre-deux eaux, mais on est vraiment sur du death metal qui tartine bien, qui fait plaisir, qui est divertissant. Et derrière, je me prends une grosse louche de thrash metal qui mute un petit peu vers autre chose. On n'est pas en du thrash pur, mais on reste quand même dans une formule très proche de Possessed, avec toujours plus de gourmandise. Non, vraiment, les tubes qu'il y a dedans, ils sont intestables. Et je sais que j'ai déjà dit, mais plusieurs parties de Entombed, notamment dans leur Left Hand Path sorti en 90, vient directement citer le Leprosy de Death. Donc si vous n'êtes pas forcément amateur ou amatrice de death metal, mais plus orienté thrash, je pense que Leprosy peut vous attirer. Après, honnêtement, que ce soit Human ou Leprosy, les deux albums sont assez courts, on est entre 30 et 40 minutes, honnêtement, tu peux y aller tranquille. En continuant comme ça à creuser en death, il y a un autre album qui ravit mon cœur. On est toujours en septembre 2011, et cette fois-ci, c'est le Spiritual Healing. Donc moi, j'ai pas fait dans l'ordre, j'ai pris le 4ème, le 2ème et le 3ème. Mais en réalité, si on devait prendre un peu de recul et remettre les choses dans l'ordre, on serait sur Leprosy, Spiritual Healing et le Human juste après. Spiritual Healing donc marque un autre tournant dans la carrière de Schuldiner. Après 2 albums plutôt orientés sur la formule de Possessed, sur Spiritual Healing, on va aller davantage sur le mid-tempo. Comprenez, jouer à un tempo entre deux, on n'est pas sur un tempo lent doomy, mais on n'est pas non plus dans un tempo rapide du thrash metal. Donc Spiritual Healing, sorti en 90, c'est limite l'album le plus groove de Schuldiner. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un précurseur du groove. D'ailleurs, il n'y a pas cette couleur à la Pantera ou à la Machine Head, mais c'est là où tu vas avoir le côté un peu plus lancinant, pesant, prenant aussi. Moi, je pense que Spiritual Healing a vraiment un potentiel pour t'accrocher si tu n'es pas amateur ou amatrice de death metal. Vraiment, Living Monstrosity, Altering the Future, Defensive Personalities, Within the Mind, Spiritual Healing, Low Life, JJ Reconstruction, King Spree. Que des tubes, encore une fois. All Killers, No Fillers. Puis cette cover, en plus, ce sont les covers chez Death, c'est de la qualité. Moi, je me souviens qu'au départ, entre ces trois, mon préféré, c'était Spiritual Healing. Parce qu'il y avait ce côté entre-deux ambivalent, très original. Quand même, t'y penses, 1990, Spiritual Healing et le Rest in Peace de Megadeth. Les 2 albums sont bleus d'ailleurs. Coïncidence? Donc là, figure-toi un petit peu. Septembre 2011, je me prends coup sur coup, ces 3 baffes que nous avons. Et franchement, moi, j'étais refait, j'étais là en mode, oh purée, je suis bien. Ah, je bouge plus.
Sauf que si vous avez suivi ce que j'ai dit au début de la vidéo, moi avant tout, je cherche du power, je cherche du prog, voire du power prog. Et au milieu de tout ça, se glisse un tout petit concurrent à Death, à savoir Control Denied. Je vais pas vous mentir, au début je n'avais aucune idée que ce groupe, c'était lié à Schuldiner. J'ai déjà raconté plus d'une fois, mais quand j'étais adolescent, donc à partir de mes 17 ans, quand j'ai eu mon propre PC, et jusqu'à mes 22-23 ans, et ben quand j'écoutais de la musique sur mon ordinateur, j'avais installé le plugin du site Last.fm. Last.fm est en réalité un site collaboratif qui compile de manière encyclopédique les artistes, mais aussi les albums et les morceaux que les gens écoutent. C'est Encyclopédia Metallum, mais en mieux fichu, et pas que bloqué dans le métal, trou, défendu par une ligne éditoriale, vraiment en mode défenseur du temple. Non, Last.fm c'est ouvert à tous les genres, à toutes les musiques. Et bien ce plugin, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu écoutes une musique sur Winamp, sur Windows Media Player ou peu importe, et bien ce plugin va scrobler, enregistrer ce que tu as écouté, l'envoyer à ton compte Last.fm, et en fait, le compte Last.fm va enregistrer toutes tes écoutes, et te proposer, à partir de ce que tu as écouté, une liste de recommandations. On était là en 2008-2009 quand j'ai commencé. C'est les débuts de ce qu'on a sur Deezer, Spotify, Qobuz et l'ensemble de l'offre maintenant streaming. C'est tout simplement une recommandation algorithmique. Et donc si vous avez suivi, moi j'utilise Last.fm depuis 2008-2009 où j'écoutais beaucoup de power, de prog et de power prog. Quand mes Scrobbles ont commencé à enregistrer des titres de death metal issus de Death, Athéiste, Cynique, Pestilence, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, écoute Control Denied, c'est non seulement lié à tout ce que tu viens d'écouter, mais en plus, c'est du power prog. Mais sauf qu'en écoutant comme ça, j'avais aucune idée de la provenance de ce Fragile Art of Existence. Donc moi, je fais confiance à l'algo, parce que Last.fm est quand même très bien fichu, parce qu'il se base vraiment sur ce que tu écoutes et sur les tags de la communauté, pour te proposer quelque chose du plus près à tes goûts personnels. Je lance ça. Je suis sur le cul. Je crois bien que le premier morceau que vraiment j'ai écouté et apprécié, c'est What If, qui débute avec la basse de Steve DiGiorgio, encore une fois. Alors normalement c'était pas DiGiorgio qui devait jouer dans cet album, mais finalement c'est lui qui a pris les rênes, hein, c'est lui qui a pris la place du bassiste, et franchement ça fait plaisir. Et en fait j'avais aucune idée que ça venait de Chuck Schuldiner, tout simplement parce que la voix était différente, tout simplement. Et quand j'avais découvert ça, en fait après j'avais un petit peu creusé, et quand j'avais appris qu'il y avait quand même Chuck Schuldiner et que c'était lié à Death, mais j'avais pas tous les tenants et aboutissants de pourquoi il a changé de groupe, pourquoi il a créé une nouvelle entité, je me suis dit, quand même, Chuck Schuldiner, respect à lui, il chante bien dans cet album, il a réussi à dépasser le growl pour faire autre chose. Ouais non vraiment parfois j'avais pas forcément digué mes informations, j'en avais aucune idée, à vrai dire je m'en fichais. Mais c'est vrai qu'en 2011 j'écoutais ça, je me disais Schuldiner il a bien fait sa transition au niveau vocal. Non en réalité c'est Tim Aymar qui chante, parce que Schuldiner il a fait des tests voix clean, qu'on peut retrouver notamment, hein, je crois qu'il y a quelques démos ici en clean vocals, mais de toute façon vous pouvez les trouver assez facilement sur YouTube. Mais en fait, Schuldiner, il s'est enregistré en chant clair, il s'est dit ouais non je chante comme un pied, il va falloir que j'engage quelqu'un d'autre. Alors les mauvaises langues vont dire que oui mais le chant dans Control Denied, il est vraiment pas terrible. Ouais mais en fait vous comprenez pas que le chant de Control Denied, il va chercher dans Fate's Warning, il va aussi chercher dans Judas Priest. Nouvelle musique, tu parles et tous ces groupes ont tout pompé à Judas Priest. Donc ouais le chant il est particulier, mais c'est une volonté artistique. Et non, le chant n'est pas faux, il est juste pas à ton goût. Moi en tout cas j'avais été ravi, et notamment par la direction artistique, et notamment le logo qui sort un peu du métal. C'est un peu comme le logo d'Annihilator que je mets ici, ou le logo d'Athéiste pour une autre raison. Mais en fait, il y a entre Control Denied et Annihilator un côté assez moderne, épuré, qui fait pas métal finalement. Et pareil chez Athéiste, moi ce qui m'avait plu, c'était le côté graphe, ça m'a beaucoup attiré en fait. Quand j'ai vu qu'Athéiste avait ce logo là, j'avais envie d'écouter ce groupe juste parce qu'il y avait ce côté urbain. Parce que mine de rien, moi le côté urbain, hip-hop, rap, c'est une culture que j'ai connue, pas forcément parce que j'ai été dedans à fond, mais tout simplement parce qu'elle était dans mon quotidien, elle était diffusée dans mon quotidien. Et mine de rien, ça me parle un petit peu. Et ouais, donc le logo de Control Denied, il y a une promesse de quelque chose un peu précis, différent. Et justement, The Fragile Art of Existence, c'est exactement ça. Précis. Différent. Mais vraiment 2011-2012, je suis en 3ème année de licence. À ce moment-là, j'écoute Death quasiment tous les jours. J'écoute Pestilence, Athéiste, Cynique, pareil,
très régulièrement, mais après je fais d'autres découvertes par-ci par-là. Je sais que c'est à ce moment-là aussi où j'ai découvert Down, parce que je sais pas, à ce moment-là j'étais à fond sur le côté un peu Doom Stoner. J'avais aussi découvert comme ça Triptychon qui m'avait halluciné, vraiment j'ai trouvé ça hallucinant, le son, la lourdeur et tout. J'écoutais aussi Electric Wizard, ouais j'étais à fond là-dedans, et donc j'écoutais aussi Down. Et ouais, il y avait pas mal de choses comme ça que j'écoutais, qui étaient un peu disparates, mais à ce moment-là, j'écoutais pas mal d'éléments différents jour après jour. Et peu à peu, c'est vrai que ce Control Denied, j'avais un peu mis de côté, parce que c'est pas forcément ce que je voulais écouter dans mon quotidien. Je trouvais notamment qu'il y avait une certaine faiblesse dans certains moments. Je pense aux morceaux comme Cut Down, Believe. C'était des morceaux que j'appréciais pas trop et donc que je skippais assez régulièrement. Mais tout ceci a changé en 2012-2013. C'est ma première année de master. C'est aussi la première année où je quitte le giron familial. Et donc en fait là c'est une toute autre vie, toute autre existence, toute autre étape. Donc c'était pas forcément l'année la plus fun de ma vie. Mais le vendredi soir, quand j'avais fini ma journée de cours, je précipitais pour prendre mon bus et rentrer chez mes parents. Et une fois dans le bus est arrivé le Consumed de Control Denied. Et là j'ai vraiment eu une claque, une baffe. Fatigué, j'en pouvais plus, la situation me pesait. Et là j'ai eu vraiment une douceur dans le cœur. Et en même temps cette agressivité heavy metal particulière. C'est là que j'ai compris toute la portée du projet Control Denied. Dans mes vidéos de la musique savante vers le metal, je crois que c'est la partie sur le prog, je disais que Shared Worlds of the Damned, c'était un album de death metal sans le côté growl. On a l'instrumentation metal extrême sans la charge de la voix vraiment particulière du death metal. Donc quelque chose de quand même plus accessible, plus agréable pour qui ne serait pas habitué. Mais en fait, avant Shared Worlds of the Damned, où il y a notamment Richard Christie qui était batteur dans Death pour Son of Perseverance, et bien avant ça, on a The Fragile Art of Existence. En fait, cet album-là, et ça je l'ai su beaucoup plus tard, mais je le rappellerai quand on parlera de Symbolique. Cet album-là a été fait pour se dégager de l'héritage Death. Schuldiner voulait faire du heavy metal sans qu'on le rapproche de son passé metal extrême. Il voulait vraiment faire un nouveau classique, comme a pu l'être le Painkiller de Judas Priest. Pour coller davantage au heavy metal qui lui plaît bien, il a créé Control Denied. Et donc The Fragile Art of Existence, c'est du heavy metal, mais avec des ingrédients metal extrême dedans, notamment la haute technicité de Chuck Schuldiner. Et puis là-dedans, t'as des plans instrumentaux, notamment à la batterie, t'as des rythmiques très particulières, tu as la basse de Stevie Giorgio qui fait toujours autant plaisir. Donc tu vas avoir ces saillies metal extrême qui vont un petit peu te bousculer, mais globalement, on est sur un album plutôt doucereux, heavy, sans trop être agressif, mais quand même à des moments, on va un peu te bousculer. C'est un album plutôt complexe, tout en nuances. C'est vrai que c'est pas un instant banger que tu vas te passer en boucle, c'est pas un morceau sur lequel tu vas t'enjailler, danser et être joyeux. Par contre, c'est un album qui est vraiment très prenant, très profond et plus délicat qu'il n'en a l'air. Si on a une écoute peu attentive, on va se dire ouais, c'est un peu chiant ton Control Denied. Il faut vraiment prendre le temps de plonger dedans, de le remettre, de le réécouter dans différents moments de ta vie. Pour moi, c'est un album absolument immanquable, remarquable, légendaire. De toute façon, cet album-là, il n'y en a pas deux qui ressemblent à ça. À la rigueur, peut-être le Then Comes Affliction to Awaken a Dreamer de Twisted Into Form, mais ça, j'en parle tout le temps. On arrive ainsi à l'année scolaire 2013-2014, qui a été une année extrêmement éprouvante de mon côté. Et donc, au moment où j'étais vraiment pas bien, en fait, là, j'allais plus régulièrement chez mes parents pour me ressourcer. Et donc, je prenais davantage les transports. Forcément, j'avais beaucoup de temps à passer pour rentrer chez mes parents. Et donc, il me fallait beaucoup d'albums, beaucoup de choses à mettre dans les oreilles. Et je m'étais dit, écoute, tu connais ces 4 albums de Schuldiner que je viens de présenter, mais t'as pas écouté vraiment le reste. Alors là, je me souviens, on était en 2014, on était en avril, donc ça remonte quand même il y a 11 ans. J'étais en train d'attendre un train, et là, à ce moment, arrive le To Forgive is to Suffer, issu de The Sound of Perseverance. En fait, j'avais mis tout l'album sans vraiment l'écouter, et donc quand j'ai pris To Forgive is to Suffer, j'étais là genre, ça joue bien, c'est intéressant. Et arrive le moment du solo, To Forgive is to Suffer, là. Et en fait, le solo de ce morceau-là, il est extrêmement particulier parce que tu as l'impression qu'il trébuche sur lui-même et se relève à chaque fois. Vraiment, il vient marquer les temps du solo en allant toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Tu crois que ça va s'arrêter, ça va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et là, vraiment, j'étais pris par le truc, ça m'a vraiment serré le cœur.
j'avais les larmes aux yeux. Et ça a été que ça. Chaque fois que j'écoutais The Sound of Perseverance, peu importe le moment où j'étais, peu importe ce qui se passait, j'étais saisi d'émotion. On était en 2014 du coup quand j'ai découvert To Forgive is to Suffer, mais en réalité cet album-là, il m'a buté pendant 4 ans. Finalement, le moment où j'ai réussi à dépasser cette émotion vivace, c'est quand j'ai écrit Le Chant de la Persévérance, fortement inspiré de l'expérience que j'ai avec cet album. Tous les morceaux débordent d'émotivité, parce qu'on a cette inspiration, cette écriture en fugue issue de Bach, et du coup tous les morceaux, mais c'est des questions-réponses mélodiques, c'est blindé au niveau arrangement dans les guitares, notamment Voice of the Soul, je crois qu'il y a 4 ou 5 guitares, ça te prend les oreilles, c'est une balade, hein. Avec Cosmic Sea, c'est le seul morceau purement instrumental de Schuldiner, et je crois bien que c'est la seule balade de toute la carrière de Chuck. Et en plus, c'est entre Flesh and the Power It Holds et To Forgive is to Suffer. Oh, ce trio-là, tu te le prends. Si émotivement, t'es très réceptif ou réceptive, là, tu vas te prendre un truc, mais blindé. Ah non, mais... Rien que Scavenger of Human Sorrow, l'histoire de ce solo de batterie au début, c'est Chuck qui accueille Richard Christie, qui est un nouveau batteur. Il a pas encore enregistré de grand album, voilà, il est un petit peu prometteur et tout. Donc Chuck l'accueille dans son studio. Il fait écoute Richard, sors-moi ce que tu veux, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Et donc Richard Christie, il balance ce solo, et Chuck fait, allez ok, ça on le met dans un de mes morceaux. The Sound of Perseverance, c'est exactement comme The Fragile Art of Existence. Si t'écoutes en dilettante, tu peux te dire, ouais bof, pas terrible. Moi je me souviens que un de mes potes, Thibaut, que j'ai déjà nommé plusieurs fois, il m'avait fait écouter le Painkiller repris par Death. J'étais en mode, c'est quoi cette merde? Ouais, parce que la voix de Schuldiner, elle est très bizarre, vraiment particulière, un peu shriek, black metal. Chuck, il savait pas trop se positionner par rapport à ça. Mais c'est parce qu'en fait, Schuldiner, il voulait faire son album de heavy metal, il voulait faire son Control Denied. Sauf que aucun label ne voulait signer Chuck pour son Control Denied, parce que, je cite, mec, t'as inventé Death, t'as pas inventé le heavy metal. Tu dois faire du death metal. Et il n'y a qu'un seul label qui a bien voulu signer Chuck pour son Control Denied, c'est Nuclear Blast. Et là je vous renvoie à la chaîne La Collection Metal de Fanfan, qui a notamment parlé de Hammerfall. Bah oui, à la fin des années 90, Nuclear Blast, qui était plutôt spécialisé jusque là dans le métal extrême, ils voulaient changer de fusil d'épaule, ils voulaient intégrer de nouvelles sensations dans leur roster. Et notamment, ils ont signé Hammerfall parce que les Suédois voulaient faire du heavy metal très inspiré d'Halloween. Donc ils voulaient mettre en avant le power metal. Et quand Nuclear Blast a appris que Schuldiner voulait faire du heavy metal progressif, ils ont dit bah viens chez nous. Vu que nous Nuclear Blast on veut faire du heavy power, bah Control Denied c'est exactement ce qu'on veut. Mais on te signe à une seule condition, que tu nous fasses un dernier album de Death. Et c'est The Sound of Perseverance. Donc c'est là où c'est un petit peu entre deux, un petit peu ambigu. C'est que initialement The Fragile Art of Existence devait avoir des morceaux qui se sont retrouvés dans The Sound of Perseverance. Ces deux albums-là sont les deux faces d'une même pièce. Sauf qu'au lieu d'avoir deux albums de Control Denied, on a eu The Sound of Perseverance et The Fragile Art of Existence. Et ceci explique pourquoi la voix de Schuldiner dans cet album est aussi bizarre. Exactement comme pour Control Denied, Schuldiner a essayé de faire du chant clair dans The Sound of Perseverance, mais il n'a pas été convaincu. Le problème, c'est que Nuclear Blast a commandé un album de death, donc il devait absolument avoir un chant plutôt orienté métal extrême. C'est notamment pour ça qu'il n'y a pas pu avoir de chant clair dans The Sound of Perseverance, il devait y avoir du chant extrême. Et c'est vrai que ce chant, il est un petit peu à mi-chemin, death metal, death mélodique, metalcore, black metal. Il est très particulier hein, ce chant de Schuldiner dans cet album là. Moi au début j'ai pas aimé, mais en y revenant dessus et en me prenant de plein fouet toutes les compos qui sont mais que des masterpieces, que des masterclass, que des chefs-d'œuvre. Vraiment il n'y a pas une seule composition qui soit au hasard. En même temps Chuck il a passé tellement d'années à peaufiner ses riffs, ses mélodies, ses solos. Cet album là c'est du grand art du début à la fin. Donc quand tu vois ces compositions d'aussi grande qualité, tu te dis que finalement le chant, si j'aime pas c'est pas grave. Il faut aimer cet album, il faut l'écouter, il faut le comprendre. Après, tu l'aimes pas, très bien, mais ne viens pas dire que le chant est à chier. Le chant peut ne pas te convaincre, le chant peut ne pas te convenir, mais il va tout à fait avec ce côté persévérant, endurant. Parce que c'est un chant qui est dans l'entre-deux, dans l'ambiguïté, dans l'ambivalence.
dans la tension permanente. Et ça se ressent aussi dans les questions-réponses. Et justement, je parlais de To Forgive To Suffer avec ce solo qui est en permanence en tension. C'est un album hautement sensible. C'est une œuvre qui est sans concession. Et que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, elle sera toujours là. Non, franchement, cet album, il y a quelque chose de l'ordre du culte, de l'ordre de quelque chose d'historique. Cet album est intouchable. Ça me fait penser que sur Thrashcore, c'était en 2016 quand j'avais postulé pour chroniquer chez eux, et ben j'avais vu la chronique de Son of Perseverance, il y avait marqué comme genre musical sommet de l'évolution, et on peut pas leur donner tort. Ça compile aussi bien toute une carrière de death metal de Schuldiner, et en même temps un ensemble d'influences heavy metal qui sont mais débordantes, et aussi de la musique savante. Ouais, là-dedans t'as du King Diamond, du Merciful Fate, du Judas Priest, et comme on a dit, du bar, enfin vraiment c'est incroyable. Et ce qui se passe, c'est qu'après m'être pris la baffe Son of Perseverance, forcément je creuse le reste, avec Symbolic ici, et là Symbolic, il y a un seul morceau pour te convaincre, Crystal Mountain. Je pense sincèrement que si tu veux découvrir la carrière de Schuldiner, en fait Symbolic c'est l'album le plus accessible, notamment avec ce morceau-là, qui a tout du tube. C'est pas un morceau complexe, ça joue bien, mais ça joue carré, ça va pas te perdre. Et en plus de ça, t'as un refrain qui est reconnaissable entre mille. Il y a une très forte identité dans ce Crystal Mountain. Et puis voilà, ces lignes mélodiques qui sont simplement gracieuses, excellent. Et de toute façon, quand on demande aux gens quel est leur album du groupe Death favori, très souvent c'est Symbolic qui ressort, parce que j'ai envie de dire que c'est l'album le plus mélodique et aussi le plus équilibré en termes d'intention death metal et heavy metal. Alors j'avais pas dit, mais Fragile Art of Existence 2001, Son of Perseverance 98, Symbolic sorti en 95. Et là où c'est intéressant, c'est une anecdote que j'ai raconté 1000 fois, c'est Gene Oglan qui rapporte l'anecdote, mais durant la tournée européenne en 95 avec Death, Schuldiner découvre un flyer de Roadrunner Records qui annonce les sorties à venir dans l'année. Et donc ils disent du coup Death Metal Releases, Pierce from Within Suffocation, et juste à côté le Symbolic de Death. Et là Schuldiner il est dans le tourbus, il pète un câble parce qu'il avait très bien dit à Roadrunner que Symbolic ce serait du heavy metal, pas du death metal. Donc quand les gens viennent là dire oui les étiquettes on s'en fout et tout, bah pas tant que ça, parce que quand tu annonces qu'un album est du death metal, les gens quand ils vont l'écouter, ils vont avoir des attentes liées au death metal. Et là surtout que Roadrunner mettait côte à côte Suffocation et Death, sauf qu'ils sont diamétralement opposés. Pierce from Within, on l'a déjà dit la dernière fois, c'est vraiment du gros brutal qui te met bien, qui te met la grosse chape, qui est hyper divertissant, hyper efficace. Symbolic, on est vraiment sur le côté heavy mélodique. Certes, il y a du growl, mais on n'est pas sur la grosse chape de plomb Brutal Death. Donc là, Roadrunner était en train de mettre côte à côte deux propositions artistiques qui n'avaient strictement rien à voir. Là, évidemment, Schuldiner, Death c'est son bébé, il a pas envie que son œuvre soit incomprise. Donc là, il a pété un plomb, parce qu'il voulait que Symbolic soit la première étape de son renouveau, de la deuxième partie de sa carrière, s'extraire du métal extrême, pour qu'en tant qu'artiste, il soit reconnu comme un musicien en général, et pas juste un artiste métal. Schuldiner, il ne voulait pas être bloqué dans ses carcans. Et donc là, Gene Oglan, quand il a vu Schuldiner péter un plomb comme ça, il a dit ah non, je peux plus travailler avec lui. Et c'est pour ça que Gene Oglan a quitté Death, et qu'on l'a plus eu après. C'est parce que il ne voulait pas travailler avec Schuldiner et son comportement qui était parfois excessif. Symbolic finalement c'est l'album de Death où il y a le moins d'accro, c'est le plus heavy, le plus mélodique, et je pense que c'est pour cette raison qu'il est autant apprécié de beaucoup de personnes. C'est un album extrêmement riche mais profondément heavy et donc sans trop d'aspérité. Attention, quand je dis sans trop d'aspérité, ça veut dire sans trop d'éléments qui vont mettre des gens sur la touche. Moi je sais que même des personnes qui ne sont pas dans le métal aiment beaucoup cet album. En même temps, niveau mélodie, niveau musique, c'est du tout bon. Hein. De toute façon, tu prends n'importe quel album de Schuldiner, t'es sûr d'avoir de la qualité. Mais là, en plus de ça, t'es sûr d'avoir quelque chose qui peut parler à beaucoup de mélomanes. C'est pas un album métallo-centré. Là où quand même Human et Son of Perseverance, ça va surtout nourrir des gens qui sont connaisseurs, connaisseuses du métal. Non, là, il y a quelque chose d'assez magique dans ce Symbolic, quelque chose qui dépasse la matrice dans laquelle cet album est né. Donc là, ouais, Symbolic, franchement, j'ai été surpris. Mais alors, qu'est-ce que je me suis pris en revenant sur Individual Thought Patterns. Là, on est plus tard, hein. On est en 2016-2017.
Donc là, pour l'anecdote, du coup mes parents étaient beaucoup plus loin, ils avaient déménagé. Et donc des fois quand j'allais chez eux, c'était pour une semaine, 10 jours. Et moi je me souviens, quand j'allais chez eux, j'avais des petites enceintes que j'avais achetées exprès parce que j'allais pas amener mes propres enceintes à moi, hein. Donc j'avais mes petites enceintes, je branchais mon téléphone et du coup je faisais mon petit sport chez mes parents. Et je m'étais lancé Individual Thought Patterns. Ah, 2016-2017, pas bien évidente, mais à ce moment-là, je m'écoute Nothing is Everything, qui a à un moment une mélodie qui m'a retourné l'esprit. En fait, cette mélodie arrive à un moment où tu ne t'y attends pas, et elle vient te percer le cœur, véritablement. Alors je vais pas vous mentir, mais ce Individual Thought Patterns sorti en 93, c'est pas l'album le plus accessible de Death. Même s'il y a Steve DiGiorgio à la basse qui tartine bien comme il faut, hein, il fait vraiment plaisir. Eh bien, c'est pas le son, on va dire, le plus efficace. Moi je trouve que le son est quand même un peu étouffé dans cet album, surtout si on compare juste avant à Human, qui a eu un son vraiment incisif, vraiment percutant. Là c'est un peu plus rond, des couleurs un peu plus jazz. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, à la sortie de Human, eh bien, le label voulait que Schuldiner fasse un Human 2. C'est-à-dire, on garde les mêmes, on garde le même son et on recommence. C'est un peu la même chose avec Mameli pour Pestilence, où après le succès de Testimony of the Ancients, le label a un peu forcé pour qu'il fasse un Testimony version 2. Et Mameli a dit allez vous faire voir. Et malgré toutes les pressions du label, eh bien, Mameli a sorti Spheres, ou l'aime ou on l'aime pas, moi j'ai mis du temps à l'aimer. Spheres est un très bon album, mais vraiment faut se faire un peu violence, et il faut un peu mettre de côté ce que tu as apprécié de Pestilence pour comprendre Spheres. Et j'ai envie de dire, Individual Thought Patterns, c'est un peu cette idée là aussi avec Death, c'est que, comme vous avez vu, moi j'ai eu un parcours assez particulier avec l'œuvre de Schuldiner. J'ai un peu navigué entre les époques, j'ai pas forcément suivi de manière chronologique, et donc quand tu arrives là à Individual Thought Patterns, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que parmi les mélomanes, entre Human et Individual Thought Patterns, les avis sont un petit peu divergents pour dire quel est vraiment l'album le plus influent de Schuldiner. Comme je disais, Human a apporté énormément de choses en termes de death metal, les premières pierres du death technique, voire progressif, et c'est vrai que les inspirations de jazz là-dedans sont encore assez discrètes. En même temps, je le rappelle, hein, mais Kelly Schaefer s'était engueulé avec Schuldiner, parce que Kelly Schaefer voulait mettre du jazz dans le métal, et Schuldiner disait non, faut garder le métal pur et authentique. Ouais, mais mine de rien là-dedans, il y avait Sean Reinert, Paul Masvidal, Stevie Giorgio, 3 personnes qui sont très inspirées jazz. Et finalement, dans Individual Thought Patterns, alors là les plans de jazz, ça n'arrête pas. En même temps, Stevie Giorgio à la basse et Gene Oglan à la batterie. Et Gene Oglan qui a un jeu très précis, mais aussi extrêmement versatile. Un jeu, en fait, Gene Oglan, il a appris par lui-même, c'est un autodidacte. Et il a puisé notamment dans du Neil Peart, donc le batteur de Rush. Et autant te dire que les plans de Gene Oglan dans Individual Thought Patterns, c'est très créatif. C'est pour ça que les plus mélomanes des gens qui écoutent Death n'arrivent pas à se mettre d'accord par rapport au jazz death metal. Parce que finalement, entre Human et Individual Thought Patterns, il y a quand même beaucoup de jazz là-dedans. Ouais, mais c'est pas Human quand même qui a plus marché. C'est compliqué. En tout cas, toujours est-il que dans cet album, Overactive Imagination, Jealousy, Trapped in a Corner, il y a des plans en Trapped in a Corner qui sont vraiment fous. Destiny, hyper puissant, très surprenant Destiny. Et The Philosopher, ça par contre, The Philosopher c'était vraiment le single, c'était le tube de l'album. Il y avait même eu comme ça un petit sketch avec Beavis et Butthead. Et d'ailleurs le clip de Philosopher c'est trop marrant parce que ils jouent un peu les tough guys, tu vois, sur la fin. Tu les vois marcher au ralenti vers la caméra et tout. Et tu vois, ils sont vachement sérieux. Sauf que Schuldiner, à la fin, il est mort de rire. Il fait un grand sourire à la caméra. C'est assez drôle. Et finalement, Individual Thought Patterns, c'est pas si death metal que ça, hein. On est bien plus sur du métal progressif. En tout cas, métal technique, progressif, comme tu veux, quoi. Parce que déjà, les plans là-dedans s'écartent complètement du death metal. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, Individual Thought Patterns, c'est un album que j'aime beaucoup. À chaque fois que j'écoute, je me prends une baffe. Mais c'est pas forcément l'album qui est le plus mémorable, parce que les plans sont assez complexes là-dedans. Tu vois, autant jusque-là, j'ai pu te dire, voilà, Spiritual Healing, c'était pas trop death metal, tu peux apprécier, parce que ce côté lancinant, mid-tempo qui marche bien. Léprosie, il y a ces riffs vraiment gourmands, divertissants, qui sont vraiment plaisants. Alors Human, là, c'est la convergence des forces, t'as tout ce qu'il faut, c'est blindé.
Son of Perseverance c'est ultra musical, tu vois. J'ai pu te dire des choses comme ça, symboliques, c'est hyper mélodique. Mais celui-là, c'est pas un album que je pourrais recommander facilement. Moi je pense honnêtement, c'est l'album le plus complexe de la carrière de Schuldiner. Ouais, plus complexe Son of Perseverance. Et là on va arriver vers l'album favori de Maxwell. Et moi c'est un album vers lequel je reviens assez peu. Et j'aurais pas grand chose à dire. C'est le Scream Bloody Gore, hein, voilà, on arrive finalement au tout premier, on termine par le premier. Mais on termine par le premier parce que finalement c'est le dernier que j'ai appris à apprécier. Je l'ai écouté de 2016 à 2018. Quand même je l'ai écouté 2 ans quoi. Et en fait j'y reviens pas souvent parce que c'est l'album on va dire le plus terre à terre de Death. On est vraiment sur le 3ème album de Possessed, hein, voilà. Ça ressemble à du Possessed. Niveau riffing c'est du Possessed. Là c'est Schuldiner qui a voulu... en même temps il avait quel âge? Il avait 18 ans quand il a fait ça. C'est sorti en 87 si je dis pas de bêtises. Non il avait 20 ans quand c'est sorti. Mais je crois quand il a composé il avait 18 ans. Et vraiment, voilà, c'est l'œuvre de jeunesse de Schuldiner. Donc vraiment, l'inspiration Possessed, elle est le plus criante là-dedans. Et j'avoue, du coup, c'est un album qui est efficace, qui est divertissant. Mais j'admets que c'est pas le son le mieux défini. Et finalement, au niveau compo, on est sur quelque chose d'assez terre-à-terre, je disais tout à l'heure. Hein, assez limité, j'oserais dire. Bah oui, on est sur thrash horrifique, entre deux, pas tout à fait death metal. Mais après... on va pas enlever la grande qualité de l'album, hein. Zombie Ritual, qui est vraiment sympa. Sacrificial, Death, ah, c'est trop bien. Mutilation, moi je pense aussi à Baptized in Blood. Très Possessed ce morceau-là. Voilà, mais Torn to Pieces. Tu vois, même cet album-là, ça fait facile 2-3 ans que je l'ai pas écouté. Et pourtant, tu vois, tu le retiens parce que niveau mélodie, niveau placement vocaux, c'est super efficace. Bah oui. Evil Dead pour anecdote qui a été reprise par Dragon Force. Écoutez la cover de Dragon Force, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je vous dis tout de suite, je trouve qu'elle passe totalement à côté du sujet. Moi je dirais que mon morceau préféré de cet album, c'est Beyond the Unholy Grave. Parce qu'en fait ce morceau indique toute la force de Schuldiner à l'époque. Il arrive à te sortir de pure mélodie, et surtout il a les placements vocaux là de Beyond the Unholy Grave. Beyond the Unholy Grave. Après là ça tartine un peu la guitare et puis après Beyond the Unholy Grave. Oh là là, ça monte et tout hein. Vraiment vraiment sympa. Oh puis le morceau éponyme aussi, Scream Bloody Gore. C'est tellement la bagarre. Mine de rien, j'ai encore quelques disques à vous montrer, mais je vais aller beaucoup plus vite pour cela. Hein. J'ai notamment les démos de Death avec ce bootleg Death by Metal et aussi Chuck Schuldiner Zéro Tolérance. Mais ça, c'est 2 albums, c'est 2 disques interdits que j'ai en possession et que j'ai acheté au Wacken. J'ai fait une vidéo, hein, je vous renvoie, hein, je posais ces disques interdits. Et je pose aussi la question de est-ce que les bootlegs c'est bien ou pas bien. Voilà, je vous invite à voir cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, là il y a toutes les démos. Là il y a les 4 morceaux du 2e album de Control Denied, mais c'est juste de l'instrumentation. T'as que batterie et guitare si je me souviens bien. Et après t'as des démos derrière. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas, faites-vous une opinion en allant voir ma vidéo. Et enfin, les derniers disques que j'ai de Death, il y a en fait ce Vivus. Honnêtement, je me suis fait pigeonner quand je l'ai acheté. C'était une sorte de vente de disquaire et tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, à l'époque, j'étais vraiment à fond en Death. On était en 2018. 2017-2018, je sais plus exactement. Mais voilà, je voulais tous les items de Death. Parce que en fait, je voyais que c'était sorti chez Relapse. Et je voulais l'intégrale de Relapse pour avoir tous les livrets. Parce que en fait, dans les livrets Relapse, il y a des anecdotes, des éléments qui sont racontés pour un petit peu préciser le travail de Schuldiner. Et comme à ce moment-là, j'ai écrit Le Chant de la Persévérance, très inspiré sur la Persévérance, et que aussi j'ai écrit L'existence si fragile, Fragile Art of Existence. Et donc ces 2 recueils de poésie sont très inspirés du travail de Chuck. Je voulais en apprendre toujours plus sur sa méthode de travail, ses inspirations qui ont amené Chuck à composer comme ça. Et en fait, je voulais apprendre ça pour justement puiser dans sa force de travail, dans ses habitudes, pour essayer d'implémenter ça dans ma manière de travailler pour composer des poèmes. Et donc ouais, j'ai payé ça je crois 18 balles, je savais pas trop ce que c'était, je me suis dit ouais, il va y avoir un livret avec des anecdotes et tout, et ben en fait, rien du tout, hein, t'as que ça, et puis voilà, rentre chez toi, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Et en fait, Vivus, qu'est-ce que c'est? C'est un double album avec le live in LA, donc le live à Los Angeles, et le live à Eindhoven, c'est une ville du Pays-Bas, et c'est là où a lieu le Dynamo Open Air.
Et donc ouais, je disais, je me suis fait pigeonner parce que moi, les live albums, à l'époque, je n'en achetais pas forcément, même si aujourd'hui j'en ai 3 mais qui sont de bonne qualité. Le problème c'est que pour ce qui est de Death, les live albums, je les conseille pas parce que tu vois, autant Raven en live, t'as vraiment un supplément hein, dans Live at the Inferno. Suffocation, pareil, t'as un son qui est vachement puissant et tout. Le bootleg que j'ai de Rush, pareil, t'as une dynamique, t'as quelque chose de vraiment puissant avec un live qui dure 1h40. Mais là, Death, on est sur du death technique, parfois progressif. Et à chaque fois, peu importe les lives que tu vois, le son, il est vraiment pas terrible. Et là, bah, sur Rivus, ça ne fait pas exception. Le live in Los Angeles, je crois que le batteur, il avait la diarrhée, il était pas en bonne forme. Et du coup, la prestation ici, elle est hyper énervée. Mais tu sens que c'est pas en accord avec les compositions. Ouais, il y a un truc qui fonctionne pas dans ce live in Los Angeles. En tout cas, moi, je suis pas fan. Et le live à Eindhoven. Alors, il faut que je vous le montre parce que là, j'ai un item un peu collector. C'est des amis qui me l'ont offert. J'ai le live in Eindhoven 98 avec ce vinyle que vous avez déjà vu plusieurs fois en fond ou que j'utilise dans cette vidéo. Bon, ce qui n'est pas dit, c'est que ce vinyle, il saute à plusieurs endroits. Il est un peu abîmé ce disque. Et pourquoi je tire la grimace pour le live in Eindhoven? C'est que cette prestation live, elle fait débat. Pas tant au niveau de la setlist, parce que honnêtement, on a des bons morceaux. Hein. On a The Philosopher, Trap in a Corner, Crystal Mountain, Suicide Machine, Together as One, t'as même du classique avec Pull the Plug. En plus de ça, bah, il présente des morceaux qui sont issus du prochain album, parce qu'en fait c'était la 98, il était en train de faire la promo pour Son of Perseverance. Ah, t'as quand même Flesh and Power Tools, donc t'as des morceaux inédits, t'as même Spirit Crusher, qui est un excellent morceau de Son of Perseverance. Le problème c'est que le son... J'avoue, il est un peu cracra. Hein. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le death technique, voire progressif, c'est très difficile à faire sonner en live. Et à Eindhoven, le Dynamo, on est sur un festival open air. Et les festivals à ciel ouvert, c'est souvent pas ouf le son. Hein. Moi après, je vous dis, faites-vous votre propre idée. Allez écouter le live à Eindhoven. Il est même en 4K HD, tout ce que tu veux sur YouTube. Donc va l'écouter. Moi, c'est un album que j'ai vu plusieurs fois. Ouais, mais j'ai vu plusieurs fois parce que Schuldiner dans ce live, il est vraiment beau gosse, purée. Mais au-delà de Chuck beau gosse... J'avoue qu'il n'y a pas grand chose à défendre. La prestation est bonne, il n'y a pas de souci. Mais il y a des pains, il y a des moments où ça vrille au niveau du son. Et puis il y a des moments aussi au niveau de la hauteur, c'est pas bon. Tu passes à des moments où le son il baisse d'un coup. Enfin, il y a des très gros problèmes au niveau du mixage dans ce live. Ouais, je suis assez critique sur ce Vivus. Je pense que, ouais, je me mouille pas trop en me disant que je me suis fait vraiment pigeonner sur ce coup-là. Je pensais pas que ce serait aussi long. Mais en même temps, c'était évident que ça allait être long. On parle là de près de 10 ans de découverte. Et oui, puisque j'ai découvert Death en 2011, et finalement, tout mon parcours s'est fait jusqu'à 2018-2019. Et encore, j'ai pas tout dit, parce qu'il y aurait tellement de choses à mettre en avant pour parler de Death. Mais je terminerai en disant que si vous voulez approfondir la découverte de l'œuvre de Chuck, je vous conseille de vous choper les rééditions Relapse, parce que les livrets sont blindés d'anecdotes, blindés de l'historique de Chuck. Je vous conseille aussi le visionnage du documentaire Death by Metal. Il n'est pas parfait, mais il y a quand même pas mal d'éléments pour un petit peu dégrossir ce qu'a pu faire Schuldiner dans sa carrière. Notamment toute la partie Mentas, tout ce qui est avant Scream Bloody Gore, c'est un véritable foutoir. Vraiment Death by Metal, ils font bien le tri, ils résument bien les informations de ce côté-là. Donc le documentaire, je vous mets le lien en description et commentaire épinglé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous appréciez dans l'œuvre de Schuldiner, ou au contraire, qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans son travail. Je sais notamment que parmi ceux qui regardent mes vidéos, il y en a qui ont connu Death dans les années 90. Je suis assez curieux de savoir quel est votre retour par rapport notamment à l'annulation de la tournée européenne, à la sortie de Human. Je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus, parce que en lisant les chroniques de l'époque, je sais que Schuldiner était haï de toute une population métal au début des années 90. Elle était considérée comme une gueule de con, comme un mec arrogant. Bref, je serais très curieux d'avoir vos retours si vous avez connu l'époque. Et aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des morceaux que vous avez découverts suite à ce que je vous ai dit, je serais aussi très curieux d'avoir vos retours et d'échanger avec vous. Avant de partir, je vous rappelle que je vous mets aussi les liens pour Litanie de l'acier et Errant au bord de la falaise, mes romans d'Heroic Fantasy. Pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.
Ciao ciao.